Elle est arrivée le matin de mon 64e anniversaire. Une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, sans timbre, juste mon nom, écrit à la main en caractères d'imprimerie inclinée, familier. Mara. J'ai failli ne pas la remarquer. Elle avait été glissée sous la porte d'entrée, se confondant avec les factures et les circulaires. L'enveloppe n'avait rien de spécial, mais quelque chose dans l'écriture me retournait l'estomac. Ma main la survola une seconde avant que je la prenne. Mon cœur battait déjà plus vite. Je m'assis sur le canapé et l'ouvris lentement, ayant étrangement froid malgré le soleil matinal qui filtrait à travers les fenêtres du salon. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire, une de ces cartes génériques avec des fleurs à l'aquarelle et une écriture bleu pâle sur laquelle était écrit « Je te souhaite paix et joie ». Je n'avais pas connu la paix depuis des années, mais ce n'était pas ce qui me coupait le souffle. C'était l'écriture à l'intérieur. Je la connaissais. Chaque boucle, chaque ligne. Élise m'écrivait des petits mots dans mon déjeuner quand nous étions jeunes. N'oublie pas de sourire. Rentre à la maison sain et sauf. Tu me manques déjà. Je n'avais pas vu ces écrits depuis 20 ans. Et voilà qu'il me fixait. Joyeux anniversaire, Mara. Je ne suis jamais partie. Regarde au sous-sol. La carte m'a glissé des mains et est tombée sur le tapis. J'ai senti le sang me quitter le visage. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais même pas cligner des yeux. Mon esprit s'emballait dans toutes les directions à la fois. Élise, mon mari, disparu depuis 2005. La police a trouvé sa voiture abandonnée au bord de la rivière. À l'intérieur, ils ont découvert son portefeuille, son téléphone, son alliance. Tout sauf lui. Ils m'ont dit que c'était probablement un suicide. Le courant est fort, disait-il. Parfois, les corps ne sont jamais retrouvés. Nous avons organisé une cérémonie commémorative, un cercueil vide. Amis, casier, silence. Je l'ai pleuré. Je l'ai détesté. Je lui ai pardonné. J'ai de nouveau pleuré. Et puis j'ai passé les 20 années suivantes seule, portant 1 million de questions sans réponse. Et maintenant ça. J'ai repris la carte, la tenant comme si elle allait me brûler. Je l'ai retournée, cherchant autre chose. Pas de signature, pas de date, rien que cette unique phrase écrite comme seule Élise savait écrire. Je ne suis jamais partie. J'avais la bouche sèche. Je me suis levée lentement et me suis dirigée vers le miroir du couloir. Je me suis regardée. Mon reflet était le même. Ni plus vieux ni plus jeune, juste abasourdi. J'ai murmuré, non, c'est forcément une farce. Mais il n'y avait personne pour me piéger. Je n'avais plus d'amis proches. Brenna vivait à l'autre bout du pays maintenant, et personne d'autre ne se souvenait même de l'anniversaire de sa disparition. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, je l'ai ouverte, j'ai regardé la rue de haut en bas. Personne, juste le bruissement du vent dans les arbres, un journal égaré encore dans l'allée. Qui avait bien pu le mettre là? Qui l'aurait fait? Mon cœur battait fort tandis que je fixais à nouveau l'enveloppe. Je me retournai et me tournai vers le couloir qui menait au sous-sol. Ce sous-sol était silencieux depuis 2 décennies. Je ne l'avais pas balayé plus d'une fois par an. Je n'avais pas besoin d'espace de rangement. Je n'avais pas besoin de rappel. Mais maintenant, je ne pouvais penser qu'à « Que voulait-il dire ?» Regarde au sous-sol. Était-ce une métaphore, une menace, un appel à l'aide? Je ne voulais pas y aller, pas seul, pas sans réponse. Mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. Et au fond, sous la panique et le choc, il y avait autre chose. L'espoir. Pas l'espoir innocent et joyeux. Non. Cet espoir avait des bords irréguliers. Il me retournait l'estomac, mais il était là quand même. Je pris une inspiration, attrapai la lampe torche dans le tiroir et me dirigeai vers la porte du sous-sol. Ma main tremblait en attrapant la poignée. Quoi que j'allais trouver, une chose était sûre. Mon histoire, celle que je me racontais depuis 20 ans, était sur le point de changer. En 2004, si on m'avait demandé de décrire ma vie, je l'aurais qualifiée d'ordinaire, voire d'ennuyeuse, mais de la meilleure des manières. J'avais 43 ans, j'étais mariée depuis plus de 20 ans à Élise Granger, un homme qui pliait ses chaussettes avec une précision militaire et laissait toujours 2 gorgées de café dans la cafetière comme par rituel. Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres dans une banlieue tranquille de Pennsylvanie, juste assez loin de la ville pour entendre les grillons la nuit. Élise était un professeur d'histoire au lycée, apprécié des élèves pour ses mauvais jeux de mots et son obsession pour les anecdotes présidentielles. Il n'oubliait jamais d'éteindre le four,
ramassait toujours les feuilles avant les premières gelées et ne croyait pas au remplacement des choses avant qu'elles ne soient vraiment en ruine. Cela incluait notre lave-vaisselle de 15 ans et, d'aucuns diraient, notre mariage. Mais nous travaillions ensemble. Nous nous comprenions. Nous ne nous disputions pas. Pas de manière bruyante, en tout cas. Nous prenions les décisions ensemble. Nous planifions nos vacances en fonction des vacances scolaires de Brenna. Nous avions des routines, des rituels et des blagues à voix basse que seuls nous deux comprenions. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque locale à l'époque. Mon monde était petit, mais paisible. Les matinées commençaient avec Élise lisant le journal et moi préparant son déjeuner. Toujours de la dinde et du fromage suisse, des tranches de pommes et un cookie au beurre de cacahuète que je savais qu'il donnerait à un élève qui en aurait besoin. Les soirées étaient plus calmes, dîner, vaisselle, puis assis sur la véranda pendant qu'il corrigeait ses copies, et je lisais des romans policiers. Notre fille, Brenna, était en 2e année d'université dans le Vermont, en sciences de l'environnement. Elle appelait 2 fois par semaine, toujours avec des nouvelles sur le compostage, les manifestations, ou un professeur qu'elle admirait. Elle me manquait terriblement, mais j'étais fière. Élise aussi, même s'il ne le disait jamais comme moi. Sa façon de me témoigner son amour était plus pragmatique. Lui envoyer des chaussettes supplémentaires en hiver, lui envoyer des articles de journaux. Elle saura que je pense à elle, disait-il. Avec le recul, notre mariage n'était pas un feu d'artifice, mais il y avait du réconfort. Et le réconfort, quand on est avec quelqu'un depuis assez longtemps, c'est comme l'amour. Tous les vendredis soirs, on commandait une pizza chez Sal. On n'avait même pas besoin de se demander ce qu'on voulait. Moitié champignons olives noires pour moi, nature fromage pour lui. Il choisissait toujours le film, généralement un film avec des espions ou des sous-marins, et je m'endormais toujours à mi-chemin. Il me réveillait d'un coup de coude au générique et me disait « Tu as raté le meilleur ». Comme toujours. Le dimanche, on allait au marché main dans la main. Il portait toujours les sacs, même quand je le proposais. On ne parlait jamais de nouveautés. Généralement la météo, les ragots du quartier, le mariage de l'enfant. Mais je ne me suis jamais ennuyée. Je me sentais en sécurité, soutenue, comme si le monde pouvait changer autour de nous, mais que nous resterions les mêmes. C'est ce qui rendait tout plus difficile à croire par la suite, car rien ne semblait cassé. Pas vraiment. Pas de porte qui claquait, pas d'appel téléphonique chuchoté au milieu de la nuit, pas de tache de rouge à lèvres sur l'école. Il était juste là, constant, prévisible, à moi. Quand les gens parlent des signes, ils disent toujours « il n'y avait pas d'indice ». Et j'ai réfléchi à cette question un nombre incalculable de fois. Peut-être qu'il y en avait. Peut-être qu'ils étaient si petits que j'ai cligné des yeux et que je les ai manqués. Ou peut-être, et c'est ce qui me hante, peut-être qu'il était vraiment tout ce qu'il semblait être. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le dernier anniversaire que j'ai passé avec lui était mon 44e anniversaire. Il m'a emmené dans un petit restaurant en dehors de la ville. Rien d'extraordinaire, juste des crêpes et du café. Mais il a veillé à ce qu'il mette une bougie dans ma part de tarte aux pommes. La serveuse a chanté faux, et tout le monde a applaudi. Élise m'a serré la main sous la table et m'a dit « Tu es toujours mon mystère préféré ». J'ai souri. C'était le genre de choses qu'il disait souvent. Un peu ringard, un peu énigmatique. À l'époque, je pensais qu'il voulait dire que je le surprenais, que je rendais la vie intéressante. Maintenant, je me demande s'il voulait dire quelque chose de complètement différent. Mais à ce moment-là, dans ce restaurant, j'ai cru en nous. Je croyais en notre vie, en notre histoire. Je croyais que quoi qu'il advienne, la retraite, le vieillissement, peut-être devenir grands-parents, nous y ferions face ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que moins d'1 an plus tard, il serait parti. Ni que 2 décennies plus tard, je serais dans notre salon avec une carte qui dévoilerait tout ce que je pensais savoir sur lui et moi. Le premier signal d'alarme est arrivé discrètement. Pas de grosses disputes, pas d'aveux dramatiques, juste un dîner oublié. C'était le soir de notre 24e anniversaire de mariage, le 12 septembre 2004. Je m'en souviens parce que je l'avais entouré en rouge sur le calendrier de la cuisine des mois à l'avance. J'avais réservé dans un petit restaurant italien en ville, celui où nous avions fêté nos 10e et 15e anniversaires. J'avais mis la même robe bleue qui, selon lui, me donnait un ciel d'été, et j'avais même mis du rouge à lèvres, chose que je n'avais pas mise depuis des années. Élise n'était pas là quand je me suis habillée. Je me suis dit qu'il était allé chercher un cadeau ou peut-être s'était arrêté pour acheter des fleurs. J'ai posé mon téléphone sur le rebord de la fenêtre et j'ai attendu. 18 heures sont passées.
Puis 18h30. À 19h, le restaurant a appelé pour confirmer si nous venions toujours. J'ai essayé d'appeler Élise directement sur la messagerie. À 20h, j'étais toujours assise au bord de notre lit, maquillée et en talons, fixant la porte d'entrée comme si elle allait s'ouvrir toute seule. Mon cœur ne battait plus la chamade. Ce n'était pas de la panique que je ressentais. C'était plutôt de la confusion, une douleur qui se propageait lentement dans ma poitrine. Élise était bien des choses, mais il n'était pas distrait. Il se souvenait des anniversaires, des dates de rentrée à la bibliothèque, de la date de péremption du lait. Ça faisait partie de son charme. Alors, comment pouvait-il oublier ça? Quand il est finalement entré à 9h15, il a eu l'air surpris de me voir en robe. « Oh » a-t-il dit en s'arrêtant sur le seuil. « Tu es encore debout. » Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. J'essayais de ravaler la boule qui se formait dans ma gorge. « J'avais une réunion » a-t-il poursuivi en ôtant sa veste. « Un problème avec les parents. La mère des enfants Williams est entrée et n'a pas voulu partir. J'ai perdu la notion du temps. » Pas d'excuses, juste ça. Comme si cela expliquait tout. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Sa cravate était lâche, sa chemise légèrement froissée et il y avait une tache de café près de l'ourlet. Il semblait épuisé et complètement inconscient de la déception qui l'attendait. J'ai réservé, ai-je finalement dit. Notre anniversaire. Il a cligné des yeux. C'est aujourd'hui. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose bouger. Pas exactement entre nous, mais en moi, comme si un fil avait été tendu. Rien n'a cassé. Rien ne s'est déchiré. Mais je l'ai ressenti quand même. Il est entré dans la cuisine et a ouvert le réfrigérateur. « Je peux nous faire des œufs » a-t-il proposé. J'ai failli rire. Des œufs pour notre anniversaire. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête lentement. Je suis allée à la salle de bain. J'ai verrouillé la porte et j'ai pleuré doucement dans une serviette pour qu'ils n'entendent pas. Le lendemain matin, il y avait un bouquet d'œillets emballé dans du plastique sur la table de la cuisine. Des fleurs de station-service. Pas mes préférées. Il le savait. Mais quand même, un geste, une offrande de paix. J'aurais voulu être en colère, mais quelque chose en moi me murmurait, n'en fais pas tout un plat. Il est fatigué. C'est un humain. Alors je me suis dit que ce n'était qu'une seule fois. Mais ensuite sont arrivées les promenades en solo. Ça a commencé la semaine suivante. Il a commencé à faire de longues promenades le soir sans me prévenir. Il disait qu'il avait besoin de se changer les idées, de faire quelques pas ou de préparer ses cours. Il partait juste après le dîner et ne revenait pas avant plus d'une heure. Les premières fois, je n'y prêtais pas attention. Tout le monde a besoin d'être seul. J'appréciais le calme, honnêtement. J'allumais une bougie, je me préparais une tasse de thé et je lisais dans le salon pendant que la maison restait immobile autour de moi. Mais ensuite, c'est devenu un rituel quotidien, comme une horloge. Il parlait à peine pendant le dîner, puis s'éclipsait. Pas de câlin, pas de retour de sitôt. Juste des pas sur les marches du porche et une porte fermée. J'ai commencé à me demander où il était vraiment allé. Je l'ai même suivi une fois, 5 minutes après son départ. J'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour du quartier, mais je ne l'ai jamais revu. Lui. Aucun signe de sa marche, aucune silhouette familière passant sous les lampadaires. Quand il est rentré ce soir-là, il avait l'air rouge, en sueur, et m'a dit qu'il avait un peu couru. J'aurais voulu poser d'autres questions, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit, on pourrait peut-être marcher ensemble demain. Il m'a adressé un sourire crispé et a dit, bien sûr. Mais le lendemain soir, il est parti tôt avant même que j'aie pu ranger la vaisselle. C'est là que le doute a vraiment commencé à s'installer. Pas assez pour accuser, pas assez pour paniquer, juste un murmure, un frisson au fond de mon esprit. Quelque chose n'allait pas. Mais je me suis dit que chaque mariage a ses moments de calme. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit que l'amour est patient, l'amour est bon, et tout ça. J'ai choisi le silence. Et ce faisant, j'ai manqué les premières fissures qui se sont formées sous mes pieds. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'est ce qui me perturbe encore. On ne remarque les petites coupures que lorsqu'on baisse les yeux et qu'on se rend compte qu'on saigne. Après l'anniversaire manqué et la soirée en solo au fil des promenades, quelque chose chez Élise commençait à s'émousser. Ou peut-être était-ce quelque chose en moi. Mais l'homme qui me cachait autrefois des barres chocolatées à l'épicerie juste pour le plaisir était devenu muet. Comme si quelqu'un avait baissé le son sans même qu'il s'en aperçoive. On ne parlait pas seulement de Brenna ou de la météo,
mais surtout de livres, de rêves, de nos peurs de vieillir. On restait assis au lit à rire du fait qu'aucun de nous ne comprenait Twitter ou qu'on avait toujours voulu réparer ce robinet qui fuyait sans jamais le faire. Mais maintenant, les conversations se réduisaient à des questions de logistique. As-tu payé la facture de gaz? Il y a de la soupe dans le frigo. Je rentrerai tard. Rien de plus. Pas de blagues, pas de questions, pas de chaleur. Je me souviens d'un matin en particulier. Je m'étais levé tôt pour lui préparer le petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner, pas juste du pain grillé et du café. J'avais préparé des œufs à sa façon, des œufs au plat avec du poivre et une tranche de bacon de dinde. J'avais même coupé du melon et disposé le tout dans une des assiettes en céramique qu'on avait achetées lors de notre voyage d'anniversaire à Acheville des années auparavant. Il est descendu, a regardé l'assiette et a dit « merci » avant de la porter à la table. Pas de contact visuel, pas de bisous sur la joue, juste un merci monotone et fatigué. Il a mangé en silence, lisant le journal. Je me suis assise en face de lui, attendant quelque chose. Un sourire, une conversation, un instant. Rien. Lorsqu'il est parti travailler, je suis restée sur le pas de la porte et je l'ai regardé se diriger vers la voiture. Il ne m'a pas salué, ne m'a même pas regardé. J'ai passé toute la journée à me sentir comme une étrangère chez moi. Cet été-là, il a arrêté de se coucher en même temps que moi. Au début, il disait qu'il corrigeait ses copies en retard. Puis, c'est devenu insomniaque. Puis, le lendemain matin, je le trouvais déjà endormi sur le canapé en descendant. J'essayais de prendre l'initiative. Je mettais la vieille musique sur laquelle on dansait dans la cuisine. Je lui tendais la main en descendant l'allée. Je lui ai même proposé une escapade d'un week-end, rien que tous les deux. Il sourit à celle-là. Un sourire forcé et poli. C'est vraiment le chaos en ce moment, dit-il. C'était toujours le chaos. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Pas par colère. Je n'étais pas en colère. J'étais fatiguée. Fatiguée de tendre la main par-dessus un espace grandissant et de ne jamais sentir sa main rencontrer la mienne. Le plus dur n'était pas la solitude. C'était l'invisibilité. Il y a une douleur particulière à réaliser que la personne avec qui on partage un lit ne nous voit plus. Qu'on fait partie du décor, du bruit de fond, une figure dans un coin de sa vie au lieu d'en être le centre. Un dimanche, à l'église, une femme a demandé à Élise comment nous allions. Il a répondu, comme toujours, sans même me regarder. J'ai souri et hoché la tête. C'était devenu mon rôle, celui d'une épouse souriante et acquiescente. Plus tard dans la semaine, je me suis fait couper les cheveux. Rien de radical, juste assez pour encadrer mon visage et me sentir fraîche. Je suis rentrée à la maison, j'ai enfilé un nouveau chemisier et j'ai préparé son plat préféré pour le dîner. Il n'a rien remarqué, n'a pas dit un mot, s'est juste servi une assiette, a mangé en silence et est allé au sous-sol. C'était autre chose, le sous-sol. Il a commencé à y passer plus de temps. Il a dit qu'il rangeait de vieux cartons, mais je n'ai jamais entendu grand-chose bouger. Juste le bruit de la porte qui se fermait, de la lumière qui s'allumait, et des heures de silence. Parfois, je montais en haut des escaliers et j'écoutais. Une fois, j'ai même appelé en bas, demandant de l'aide. Il n'a pas répondu. Je suis restée là pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de m'éloigner, silencieuse, honteuse d'avoir même demandé. Avec le temps, j'ai commencé à rapetisser. Pas physiquement, mais émotionnellement. J'ai arrêté de parler autant, j'ai arrêté d'essayer de partager. Ma journée, j'ai arrêté de prévoir des petites surprises. J'avais l'impression de vivre avec un fantôme. Sauf que les fantômes ne laissent pas de tasse à café dans l'évier. Ils ne remplissent pas le panier à linge de chaussettes qu'on plie encore. Ils ne vous embrassent pas sur le front par habitude, juste pour que vous réalisiez que le geste n'a plus de poids. Je n'étais pas simplement ignorée. On m'effaçait morceau par morceau, et pourtant je me disais que les mariages passent par des phases. Ce n'est que lorsque l'humiliation est devenue publique et brutale que j'ai réalisé que quelque chose de bien plus profond avait déjà disparu. C'était le dîner de remise des diplômes de Brenna, début juin 2005. Elle a traversé la scène avec sa toge et sa coiffe verte et argentée, rayonnante de fierté. J'avais pleuré, bien sûr. Élise avait applaudi poliment. Je me souviens qu'il n'avait pratiquement pas pris de photos, disant qu'il avait oublié de charger l'appareil, même si je le lui avais rappelé 2 fois la veille. Nous avions prévu un petit dîner ensuite, juste la famille et quelques amis et professeurs de Brenna. Une petite fête chaleureuse dans un béastro près du campus, le genre d'endroit où il fait bon vivre.
L'éclairage, les menus manuscrits et les serviettes en lin, trop raffinés pour des serviettes. J'avais porté un chemisier crème doux, le préféré de Brenna, et je lui avais apporté un bracelet à breloques orné de 4 minuscules feuilles d'argent, une pour chaque année qu'elle avait passée. Ellis est arrivé en retard, de peu, peut-être 10 minutes. Mais en entrant, il avait l'air pressé. Il a serré Brenna dans ses bras, a marmonné quelque chose à propos de la circulation et s'est glissé à côté d'elle sans même me regarder. Je l'ai balayé d'un revers de main. La soirée était pour Brenna. Tout semblait un peu bizarre, cependant. Il n'arrêtait pas de consulter sa montre, jetant des coups d'œil vers l'entrée comme s'il attendait quelqu'un d'autre. J'ai essayé de le convaincre. Je l'ai interrogé sur un livre qu'il lisait, sur un élève qui l'encadrait. Il a donné des réponses courtes, polies mais distantes. Son ton était sec, comme s'il n'avait pas l'énergie de formuler des phrases complètes. Puis, pendant le dessert, c'est arrivé. L'un des professeurs de Brenna, le docteur Langston, un homme gentil à la voix douce et passionné d'écologie, s'est penché par-dessus la table et a demandé à Ellis : « Alors, que fait votre femme ?» Il me regardait droit dans les yeux. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Ellis a répondu : « Oh, c'est juste sa femme. » Il a dit cela avec un petit rire, un léger haussement d'épaules, comme si c'était inoffensif, comme si c'était une blague que tout le monde comprendrait. Mais personne n'a ri, pas même le docteur Langston. Il a juste cligné des yeux et esquissé un sourire crispé avant de changer de sujet. J'ai senti le sang me monter au visage. Je ne savais pas quoi faire. J'ai jeté un coup d'œil à Brenna, qui fronçait les sourcils en regardant son père. Elle m'a regardé d'un air presque désolé, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Ma gorge s'est serrée. J'ai repoussé légèrement mon assiette à dessert, soudain pris de nausée. Ellis n'a rien remarqué. Le reste de la soirée s'est brouillé. Les conversations bourdonnaient autour de moi, mais j'avais l'impression d'être sous verre, souriant quand il le fallait, hochant la tête, riant à des blagues que je n'entendais pas. Mes oreilles bourdonnaient de ces mots, juste l'épouse. Je n'arrêtais pas de les repasser dans ma tête, le ton, la facilité, le rejet désinvolte de la vie que je lui avais donnée, de qui j'étais. Je n'étais pas une étrangère. J'étais la femme qui avait élevé notre fille, qui avait fait tourner notre maison, soutenu sa carrière, l'avait réconforté lorsqu'il avait perdu ses parents, corrigé chacune de ses lettres de motivation. J'étais celle qu'il avait aimée bien avant que ces gens ne connaissent son nom, et maintenant je n'étais plus que l'épouse. Quand l'addition est arrivée, j'ai tendu la main pour la prendre. Mes mains tremblaient en sortant mon portefeuille de mon sac à main. Ellis n'a pas proposé de partager. Il s'est juste penché en arrière et a dit : « Tu peux le faire, n'est-ce pas ? » Comme si nous n'étions pas mariés depuis près d'un quart de siècle. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Propre et irréversible. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas les mots. C'était la façon dont il les avait prononcés. Avec une indifférence totale, comme si j'étais complice de sa soirée, comme si j'aurais pu être n'importe qui. Ce soir-là, j'ai pleuré dans la salle de bain de notre chambre d'hôtel, le visage enfoui dans une serviette pour étouffer le bruit. Il n'a pas frappé, ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il est allé se coucher. Je suis restée allongée sur le carrelage froid pendant près d'une heure, écoutant le bourdonnement de la climatisation et essayant de me souvenir de la dernière fois où je m'étais sentie comme sa partenaire plutôt que comme sa remplaçante. À partir de ce soir-là, j'ai cessé d'essayer de lui prouver que je comptais pour lui, car à cet instant précis, je savais que non, pas pour lui. Et cette prise de conscience a marqué le début de mon départ silencieux, avant même qu'il ne parte pour de bon. Après le dîner de remise des diplômes de Brenna, quelque chose a changé entre Ellis et moi, un changement qui n'a jamais changé. J'ai arrêté de lui demander où il allait le soir. J'ai arrêté de lui rappeler nos appels hebdomadaires avec Brenna. J'ai arrêté de préparer du café pour deux. Ce n'était pas une dispute. Pas de porte claquée, pas de menaces, pas d'ultimatum, juste le silence, une douce dispute mutuelle. Il passait plus de temps en bas, au sous-sol, bien plus qu'avant. Parfois, il en ressortait poussiéreux et distrait, marmonnant quelque chose à propos de rangement de carton. D'autres fois, je ne l'entendais même pas remonter. J'ai commencé à me coucher seule régulièrement, laissant la lumière du couloir allumée sans savoir s'il était jamais venu se coucher. J'ai fini par arrêter d'allumer la lumière. Ce printemps-là, j'ai commencé à me sentir comme une invitée chez moi. Nous partagions toujours le même espace, mais nous nous croisions comme des inconnus à un arrêt de bus. Je pliais du linge dans le salon, et il enjambait le panier à linge sans dire un mot. Je préparais le dîner et laissais sa part dans le micro-ondes. Parfois, il le mangeait, parfois non.
Un après-midi, en rentrant de l'épicerie, j'ai découvert qu'Élise avait vidé le placard du couloir. Pas tout, juste mes affaires. Mon imperméable, mes gants de jardinage, l'écharpe que Brenna m'avait tricotée à Noël dernier, le tout plié et soigneusement empilé dans un carton près de la porte. Quand je lui ai posé la question, il a répondu catégoriquement. J'avais besoin de plus d'espace. Sans excuse, sans explication. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on me laissait dehors. Pièce par pièce, pièce par pièce. Mais je n'ai pas protesté. Je n'ai pas crié. Au lieu de cela, je suis montée à l'étage, j'ai enlevé mes chaussures et je suis restée assise au bord de notre lit pendant près d'une heure, à fixer l'espace où se trouvaient ses pantoufles. Début juillet, j'ai fait un petit sac et je suis allée chez Brenna pour le week-end. J'ai dit à Élise que j'avais besoin d'une pause, juste de temps pour réfléchir. Il ne m'a pas demandé où j'allais. Il n'a même pas levé les yeux de ses mots croisés. Il a juste dit « D'accord ». Brenna n'a pas posé beaucoup de questions non plus, mais je lisais dans ses yeux l'inquiétude, la douleur. Elle prépara le lit d'appoint sans un mot, puis s'assit à côté de moi sur le canapé avec une tasse de thé et une couverture. Nous regardions des rediffusions de vieilles séries, sans vraiment regarder. Je crois que nous savions tous les deux que je ne retrouverais pas la même vie. Et pourtant, je suis rentrée dimanche soir. J'ouvris la porte d'entrée et trouvai les lumières éteintes, la télévision allumée et une assiette de nourriture restée intacte sur le comptoir. Élise n'était pas là. La maison était si silencieuse qu'on avait l'impression d'avoir oublié comment respirer. Je restai longtemps dans la cuisine, attendant quelque chose. Un bruit, un grincement de porte, une voix. Mais rien ne vint. Puis vint le matin qui brisa enfin l'illusion que nous étions encore mariés. C'était un mardi 21 juin. Je m'en souviens parce que c'était le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, même s'il a fini par paraître le plus sombre. Élise dit qu'il allait acheter du lait au magasin. J'ai à peine levé les yeux de mes gants de jardinage que j'ai hoché la tête. Il laissa la porte entr'ouverte derrière lui. J'ai fini de tailler mes plantes, j'ai essuyé le comptoir et j'ai attendu le retour de la voiture. Elle n'est jamais arrivée. Le soir, je faisais les 100 pas. À minuit, je l'ai appelée. Directement sur la messagerie. J'ai laissé un message, puis un autre, puis 5 autres. Au matin, j'ai signalé sa disparition. Son portefeuille a été retrouvé 2 jours plus tard sur le siège avant de sa voiture, garé au bord d'un chemin de terre à 1 heure au nord. Les clés étaient toujours sur le contact. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune empreinte de pas, aucun témoin. La police a dit qu'il s'agissait d'un suicide. Il avait peut-être marché jusqu'à la rivière. On m'avait dit que parfois, les gens choisissaient des endroits isolés pour leur intimité. Mais il n'avait laissé aucun mot, aucun avertissement, aucun au revoir. Juste une brosse à dents dans la salle de bain, une paire de chaussures près de la porte de derrière, et un lit vide qui resterait ainsi pendant des années. Tout le monde pensait que j'en avais fini. Que j'allais passer à autre chose, vendre la maison, reconstruire, guérir, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas brisé. J'étais creux, silencieusement brisé. Et c'était pire, en quelque sorte. Après la disparition d'Élise, le temps n'avait plus de sens. Les premières semaines furent un tourbillon de questions, de compassion et de raclées. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient des cartes. Brenna est arrivée par avion et est restée un moment. Les voisins ont tondu ma pelouse sans demander mon avis. Les dames de l'église m'ont apporté un gratin de nouilles au thon et un crumble aux pêches avec des prières manuscrites collées sur les couvercles en aluminium. Mais au 2e mois, les appels ont diminué. Au 3e, les gens ont arrêté de me demander des nouvelles. Tu t'en sortiras, disait-il, ou pire. C'est peut-être un mal pour un bien. Personne ne dit ça à voix haute à une veuve. Mais je n'étais pas veuve. Techniquement, pas. J'étais autre chose. Quelque chose de plus difficile à définir. Une femme sans mari. Une vie en pause. Une question sans réponse. Je n'ai pas eu d'enterrement. Pas tout de suite. Pendant des mois, j'ai refusé de croire qu'il était parti. Mon cerveau n'arrêtait pas de démêler la logique. Peut-être avait-il fait une dépression. Peut-être était-il à l'hôpital, amnésique. Peut-être s'était-il enfui et l'avait-il regretté. Chaque fois que le téléphone sonnait, une infime partie de moi pensait que ce serait lui qui s'expliquerait, s'excuserait, rentrerait à la maison. Mais le téléphone n'apportait que factures, démarcheurs téléphoniques, ou pire, le silence. Finalement, j'ai cédé à la pression. Nous avons organisé une cérémonie. Personne,
Juste une photo encadrée d'Élise de nos dernières vacances dans les Poconos, debout sur un quai, saluant, souriant comme si de rien n'était. Je me tenais à côté de ce tableau et je serrais la main de Jean qui me disait combien j'étais forte. Je ne me souviens de rien de ce que j'ai dit. Je me souviens juste du poids de ma robe noire et de la façon dont Brenna m'a serré la main si fort qu'elle a laissé des marques en croissant sur ma peau. Après la cérémonie, je suis rentrée chez moi et me suis glissée dans mon lit, tout habillée. J'ai regardé le ventilateur de plafond et je l'ai écouté. Clic, clic, clic tandis qu'il tournait, m'hypnotisant jusqu'au silence. J'ai arrêté d'ouvrir la porte, arrêté de vérifier le courrier, arrêté d'aller à l'épicerie. Mon réfrigérateur se remplissait de restes avariés et de yaourts périmés. Je survivais de crackers, de pêche en conserve et de thé noir. Parfois, je ne mangeais pas du tout. Je laissais le jardin s'occuper. Les mauvaises herbes poussaient à l'état sauvage, envahissant l'allée pavée que nous avions tracée ensemble des années auparavant. Je les regardais avaler les fleurs une à une depuis la fenêtre de la cuisine, trop fatiguée pour les arrêter. Le soir, je m'asseyais dans son fauteuil près de la cheminée, serrant contre moi un de ses vieux sweatshirts comme s'il pouvait encore porter son parfum. Ce n'était pas le cas. Ça sentait la poussière et l'adoucissant. Pourtant, je la tenais. Parfois, je lui parlais, je posais des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. « Pourquoi es-tu parti ? Me détestais-tu ? Ai-je manqué quelque chose ?» La maison gémissait et s'installait autour de moi comme si elle portait son propre chagrin. Le pire, c'était le sous-sol. Je l'évitais comme s'il était hanté. Cette porte est restée fermée pendant des mois. Je me disais que ce n'était que du rangement, du désordre, des ombres. Mais au fond, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose vivait là-dessous. Donc, pas Élise, pas littéralement, mais la version de lui que je ne pourrais jamais atteindre. Les réponses, la vérité, son absence emplissait cet espace comme un brouillard. La seule fois où j'y suis descendue, je n'ai fait que 3 pas avant de faire demi-tour. L'air était trop lourd, le silence trop pesant. Le jour du premier anniversaire de sa disparition, je n'étais pas sortie de la maison depuis des semaines. Mes vêtements pendaient sur moi. Mon reflet ressemblait à celui d'une étrangère, pâle, fatiguée, plus âgée que dans mes souvenirs. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine, une seule bougie allumée. Je me suis servi un verre de vin et j'ai trinqué à la chaise vide en face de moi. « Joyeux anniversaire !» ai-je murmuré. Ma voix s'est brisée sur le deuxième mot. Puis j'ai soufflé la bougie. Et pendant un instant, j'ai envisagé d'éteindre tout le reste aussi. Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que j'étais forte, mais parce que j'étais trop engourdie pour bouger. J'avais atteint le fond, et ce n'était ni le feu, ni le chaos, ni les cris. C'était le silence. C'était le genre de silence qu'on ne peut combler par la musique, la prière ou les casseroles. C'était le silence de savoir qu'on n'était jamais vraiment vu. Et maintenant, il n'y avait plus personne pour te voir. Je l'ignorais alors, mais quelque chose en moi avait déjà commencé à changer. Très lentement, doucement. Dans ce gouffre de silence, une graine avait été plantée. Et des années plus tard, elle allait fleurir dans une simple ligne sur une carte d'anniversaire qui allait tout changer. La carte est arrivée le matin de mon 64e anniversaire, glissée sous la porte comme un secret que personne ne voulait me confier en personne. À ce moment-là, la vie avait repris son cours. Ce n'était plus la vie que j'avais autrefois, mais une version plus calme. Je passais mes journées à jardiner, à lire, à éviter les pièces où résonnait encore le fantôme d'Élise. Je n'attendais plus grand-chose des anniversaires. Juste un appel de Brenna, peut-être une part de gâteau si je pensais en faire un. Ce matin-là, j'étais dans la cuisine à préparer le thé quand j'ai vu l'enveloppe par terre. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon nom, Mara, écrit d'une écriture que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Je suis restée figée, les yeux fixés dessus si longtemps que la bouilloire s'est mise à hurler derrière moi. Le sifflement me fit sursauter, mais mes yeux restèrent rivés sur l'enveloppe. Mes doigts tremblaient tandis que je la ramassais, l'ouvrant lentement comme si elle allait exploser. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire, un pastel banal, bon marché, mais les mots qu'elle contenait me firent céder les genoux. Joyeux anniversaire, Mara. Je ne suis jamais partie. Regarde au sous-sol. J'ai laissé tomber la carte, non pas par peur, pas exactement, mais parce que la pièce semblait avoir basculé, comme si la gravité avait changé sans prévenir. J'avais passé 2 décennies à croire qu'Élise était mort. 20 ans à imaginer ces derniers instants, à imaginer une rivière, un corps perdu dans le courant et le temps. 20 ans à construire une conclusion à partir du silence, et maintenant ça.
L'écriture était indubitable. Il écrivait toujours ses M majuscules avec une courbe dramatique et ses E minuscules comme de minuscules 3 à l'envers. Je le taquinais à ce sujet quand il signait des cartes de Noël. Et voilà qu'elle était de nouveau là. Chaque lettre était parfaite, chaque courbe, chaque accusation. Je me suis agrippée au bord du comptoir pour essayer de calmer ma respiration. J'ai pensé à toutes les explications rationnelles. Une blague de mauvais goût, un faux. Peut-être Brenna essayant de me forcer à tourner la page par une intervention élaborée. Mais personne d'autre ne connaissait l'écriture d'Élise aussi bien que moi. Et personne d'autre ne savait la vérité sur ce que nous n'avions jamais trouvé dans ce sous-sol. J'avais évité cet endroit pendant des années. Je n'arrivais pas à me résoudre à trier ces cartons. Je ne supportais pas les souvenirs entassés entre des albums photos poussiéreux et des cassettes VHS fissurées. Le sous-sol était un cimetière, et je l'avais laissé tel quel, mais maintenant il m'appelait. J'ai attrapé la lampe de poche et me suis forcé à marcher vers la porte du sous-sol. La poignée était froide, inconnue. J'ai actionné l'interrupteur en haut de l'escalier, mais l'ampoule du plafond avait grillé depuis longtemps. Les marches gémissaient sous mon poids. Arrivé en bas, l'air était vicié et immobile. Le faisceau de ma lampe de poche effleurait de vieux meubles drapés de drap jauni, des cartons empilés étiquetés Noël et les affaires scolaires de Brenna. Rien n'avait bougé depuis des années, sauf là. Au fond de la pièce, près du four, un PN de mur semblait légèrement décalé, un peu plus propre, un peu trop lisse. Je m'approchai lentement, le cœur battant la chamade. La lampe de poche vacilla. Je la frappai, murmurai un juron, puis la braquai de nouveau vers le mur. Je tendis la main, passai mes doigts le long du lambris et sentis la jointure. Une fine fissure, à peine visible. Je poussai. Au début, rien ne se produisit. Puis, dans un léger craquement, le panneau céda. Une porte dérobée. J'en eus le souffle coupé. Derrière, une étroite cavité, pas assez grande pour être une pièce, mais assez profonde pour contenir quelque chose. J'en sortis une boîte poussiéreuse. Elle était plus lourde qu'il n'y paraissait. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des lettres, des photos, et aucune n'était à moi. Il y avait des photos d'Élise avec des inconnus, une femme que je ne reconnaissais pas, souriant à ses côtés dans un parc, l'embrassant sur la joue dans un café en bord de mer. Des enfants aussi, un garçon et une fille. Ils semblaient avoir environ 810 ans. Il y avait des lettres signées Jonathan I. Son deuxième prénom était Édouard. Des permis de conduire avec son visage, mais un nom différent. Des reçus d'endroits où il ne m'avait jamais dit être allé. Des billets d'avion. Une clé de garage. Je m'assis durement sur le béton froid, la boîte sur mes genoux tremblants. Il n'était pas mort. Il n'avait pas disparu. Il avait recommencé sans moi. Le chagrin que je croyais avoir enfoui me revint sous un nouveau jour. Trahison. Mes larmes brûlèrent cette fois, non pas de tristesse, mais de rage, de honte, de la prise de conscience creuse que j'avais pleuré un homme qui s'était simplement éloigné et avait continué à marcher. Pendant 20 ans, j'avais vécu dans les ruines d'une histoire qui n'était même pas vraie. Et maintenant, assise là, dans l'ombre, avec des preuves sur mes genoux et le silence tout autour de moi, une chose devint soudain claire. Élise n'avait pas disparu. Il s'était caché. Et j'allais enfin découvrir pourquoi. La boîte est restée sur ma table à manger pendant 3 jours. Je n'y ai pas touché tout de suite. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je passais devant, j'avais l'impression qu'elle palpitait, comme si la vérité qu'elle contenait respirait, attendait. Je n'étais pas prête à la rouvrir, mais je ne pouvais pas non plus la ranger. Elle restait là comme une blessure impossible à panser. Une blessure qui refusait de se refermer. La première nuit après l'avoir trouvée, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée éveillée, la lumière de la chambre allumée, le corps recroquevillé vers le côté vide du lit. Je m'attendais à ressentir de la colère. Une fureur vive, forte, fulgurante, mais elle n'est pas venue. Ce que je ressentais, c'était du chagrin, plus profond que je ne l'aurais cru. Non pas du chagrin pour Élise, plus maintenant, mais pour la version de moi-même qu'il avait aimée. La femme qui avait attendu, supplié, pleuré. La femme qui avait remis en question sa valeur chaque jour pendant 20 ans, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. J'avais été fidèle à un fantôme, et pire encore, à un mensonge. Et maintenant, assis devant cette boîte à preuves, le charme s'est enfin brisé. Quelque chose en moi a basculé. Pas comme un éclair, plutôt comme un lent tremblement de terre. C'était silencieux, mais permanent. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je n'ai pas pleuré.
Je me suis habillée, non pas avec mon jogging habituel, mais avec un jean et une chemise impeccable que je n'avais pas portée depuis des années. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Elle avait l'air fatiguée. Mais il y avait autre chose sous la surface, une stabilité que je n'avais pas vue depuis des décennies. Je me suis servi une tasse de café, je me suis assis à la table et j'ai finalement rouvert la boîte. Cette fois, je n'ai pas bronché. J'ai étudié chaque document. Des lettres provenant d'un compte bancaire dont j'ignorais l'existence. Un bail du Minnesota signé à un nom qui n'était pas tout à fait le sien. J.E. Garrison. Des photos de fêtes d'anniversaire avec des enfants qui ressemblaient trop à Ellis pour être niés. Une photo m'a coupé le souffle. Lui, tenant un bambin dans ses bras, souriant. L'enfant avait son menton. Je n'étais pas simplement effacée. J'avais été remplacée. Mais au lieu de me laisser à nouveau vider par cette situation, j'ai ressenti un calme étrange m'envahir. Car maintenant, je savais que je ne l'avais pas déçu. Il n'avait pas été brisé. Il n'avait pas disparu, ni sombré dans la dépression ou la tragédie. Il avait choisi de partir, choisi une autre vie, choisi de me laisser croire qu'il était mort plutôt que de m'offrir la dignité d'un adieu. Et ce choix n'avait plus d'emprise sur moi. J'ai commencé à voir les choses différemment, non seulement à son sujet, mais aussi à propos de moi-même. J'avais passé 2 décennies à tamiser ma propre lumière, persuadée de l'avoir en quelque sorte éloignée. J'étais devenue petite, silencieuse, prudente. J'avais construit une vie de silence, traversant chaque jour avec précaution, comme si tout allait se fissurer sous moi. Mais maintenant, je réalisais que je n'avais jamais eu besoin d'être réparée. Ellis avait été lâche, malhonnête, faible, et j'étais toujours là. J'étais toujours debout. Cette prise de conscience m'est venue avec une force inattendue. Je me suis levée de table, je me suis dirigée vers le placard du couloir et j'ai attrapé le carton contenant les affaires qu'il avait rangées des années auparavant. Mon vieil imperméable, l'écharpe que Brenham avait tricotée, les gants qui, selon lui, me donnaient l'air d'un roman. Je les ai déballés. J'ai accroché le manteau à la patère près de la porte. J'ai enroulé l'écharpe autour de mon cou et je suis partie me promener. L'air extérieur était différent, plus vif, comme s'il m'attendait. Je suis passée devant les haies que je n'avais pas taillées depuis des années, la boîte aux lettres que j'avais négligée, les voisins que j'avais évités. J'ai fait un signe de tête aux Anderson, de l'autre côté de la rue. Ils m'ont regardé fixement une seconde, surpris, puis m'ont salué en retour. J'ai continué à marcher jusqu'au coin de la rue, en direction du petit café qu'Ellis et moi fréquentions tous les samedis. Je n'y suis pas entrée, pas encore. Mais je suis restée dehors à contempler le reflet dans la vitrine. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une femme revenir à la vie. Non pas à cause d'Ellis, mais malgré lui. Je n'ai raconté à personne ce que j'avais trouvé. Ni Brenna, ni les voisines, ni même les femmes du cercle de patchwork auquel j'avais récemment recommencé à participer. De l'extérieur, j'étais encore la veuve tranquille avec une routine prévisible. Thé à 19h, jardinage à 22h, course tous les jeudis. Mais intérieurement, quelque chose s'était réveillé, et je ne comptais pas le remettre en sommeil. J'ai commencé à me préparer en silence, ni par vengeance, ni même par amertume. Une confrontation dramatique ni mettre le feu à sa vie ne m'intéressait. Ce que je voulais, c'était la vérité et le contrôle. J'avais passé 20 ans à flotter dans le brouillard où quelqu'un d'autre m'avait laissé. Maintenant, je construisais un chemin vers la terre ferme, un pas après l'autre. D'abord, j'ai fait des photocopies. Chaque photo, chaque document, chaque morceau de la vie cachée d'Ellis que j'avais trouvé au sous-sol a été numérisé et enregistré sur une clé USB. J'ai étiqueté le dossier « Réparation de la maison », au cas où quelqu'un jetterait un coup d'œil à mon ordinateur. Puis j'ai imprimé une deuxième série et je l'ai rangée dans un tiroir verrouillé de la chambre d'amis. Celle qu'Ellis n'aimait pas, celle avec le plancher grinçant qui dominait la ruelle. Ensuite, j'ai engagé un détective privé. Pas un de ces types de la télé en trench coat et lunettes de soleil. Juste une femme calme et perspicace nommée Denise, qui travaillait dans un modeste bureau du centre-ville. Elle ne posa pas de questions inutiles, hocha simplement la tête lorsque je lui tendis le dossier contenant les fausses cartes d'identité, les relevés bancaires et les contrats de location, et dit « Je crois que mon mari est vivant. J'aimerais savoir où il est et quel nom il utilise. » Sa seule réponse « Vous l'aurez dans 10 jours. » Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Les jours suivants, j'ai apporté des changements subtils. J'ai rencontré un avocat, lui disant que je révisais de vieux documents au cas où.
Nous avons parlé de testament, de droit de propriété et des conséquences très spécifiques d'une fausse mort pour un conjoint. Je n'ai pas prononcé le nom d'Élise, mais j'ai vu l'étincelle dans les yeux de l'avocat lorsque j'ai fait allusion à une fraude à long terme. Il m'a donné le numéro d'une collègue spécialisée en droit de la famille et m'a dit « Quand vous serez prête, appelez-la ». J'ai hoché la tête. À la maison, j'ai nettoyé le sous-sol. Je veux dire, vraiment, je l'ai nettoyé. J'ai rangé des cartons, donné ce dont je n'avais pas besoin et emballé les vieux vêtements d'Élise dans des sacs poubelles sans broncher. J'ai trouvé d'autres indices en chemin. Des reçus bancaires fourrés dans de vieux livres. Un mot défilait sur une serviette en papier, dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai tout conservé, catalogué, classé comme une preuve dans un dossier que je montais tranquillement, méthodiquement, sans un mot. J'ai aussi recommencé à écrire, non pas des histoires, et pas encore, mais des pensées, des souvenirs, des bribes de vérité que je ne m'étais pas autorisé à exprimer à voix haute. J'ai rempli 3 journaux en l'espace d'un mois. Certaines entrées ne tenaient qu'un paragraphe. D'autres étaient 10 pages d'émotions brutes. Je ne me suis pas retenue. Je t'ai attendu. Tu m'as fait douter de ma valeur. Tu ne me définiras pas. Ce dernier, je l'ai écrit 2 fois. Et en écrivant, j'ai changé. J'ai recommencé à m'habiller avec un but. Pas pour les autres, mais pour moi-même. J'achetais des fleurs fraîches pour la table à manger chaque semaine. Je préparais des repas complets, même si je les mangeais seule. J'ouvris les rideaux plus largement, laissant entrer le soleil. La maison ne semblait plus hantée. Les souvenirs d'Élise y étaient toujours présents, certes, mais ils ne régnaient plus sur l'espace. J'arpentais les couloirs comme quelqu'un qui se réappropriait ce qui avait toujours été sien. Même Brenna remarqua, lors d'un de nos appels hebdomadaires, qu'elle disait « Tu as l'air plus léger ». Je souris. Peut-être que oui. Elle n'insista pas. Elle ne l'avait jamais fait. Mais j'entendais le soulagement dans sa voix. 10 jours plus tard, Denise appela. Elle avait une adresse, un nom et une photo. Élise, désormais connue sous le nom de Jonathan Garrison, vivait dans une maison coloniale à 2 étages à Minneapolis avec une nouvelle épouse, 2 enfants et un labrador noir prénommé Tank. Il souriait dans le jardin comme s'il n'avait pas disparu d'une autre vie sans laisser de traces. Je n'éprouvais aucune rage. Je n'étais même pas sous le choc. Je me sentais prête non pas à le détruire, mais à rester fidèle à la vérité que j'avais si patiemment, si discrètement, découverte. Et je réalisais que c'était une force en soi. Car tandis qu'Élise avait bâti sa vie sur des mensonges, je vivais enfin la mienne, pas à pas, silencieusement, dans la lumière. Le pouvoir n'arrive pas toujours comme le tonnerre. Parfois, il s'infiltre comme la lumière du matin. Lent, constant, impossible à ignorer une fois qu'il est là. Après que Denise m'a donné la photo d'Élise, où Jonathan maintenant, debout dans son nouveau jardin avec une famille que je n'avais jamais rencontrée, je suis restée assise en silence un long moment. J'ai scruté son visage, ses mêmes yeux fatigués, son même sourire en coin. Il était plus âgé, un peu plus lourd, les cheveux un peu plus grisonnants, mais c'était bien lui. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas qu'il soit passé à autre chose. C'était son air normal, comme s'il n'avait jamais brisé la vie de quelqu'un, comme s'il n'avait jamais conduit jusqu'au bord d'une rivière et abandonné son passé sans un mot pour tourner la page. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas crié, pleuré, jeté des objets. J'ai simplement glissé la photo dans un dossier et me suis redressée comme je ne l'avais pas été depuis des années. Quelque chose avait changé. Et cette fois, ce n'était pas en moi. C'était en lui. Il ne le savait simplement pas encore. Pendant 2 décennies, Élise avait été celui qui avait écrit l'histoire de notre mariage. Il avait choisi la fin. Il avait fermé la porte. Il m'avait radié. Mais maintenant, je détenais la vérité entre mes mains, documentée, vérifiée, indéniable, et je savais quelque chose qu'il ignorait. Il n'était plus intouchable. Je n'avais plus besoin de crier pour retrouver ma dignité. Je n'avais plus besoin de détruire sa vie pour réparer la mienne. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de clarté. Et maintenant, je l'avais. J'ai commencé à prendre des mesures progressives et réfléchies. J'ai mis à jour mon testament, supprimant son nom et toute référence à ses proches. J'ai rédigé une déclaration officielle d'abandon, notariée et déposée. L'avocat m'a aidé à entamer une procédure pour le déclarer légalement vivant. Non pas parce que je voulais quoi que ce soit de lui, mais parce que je voulais récupérer tout ce dans quoi il m'avait laissé empêtrer. La confusion, les limbes, le brouillard juridique d'un conjoint disparu qui m'avait ensanglanté pendant des années. Il pensait que j'étais toujours dans ce brouillard. Mais ce n'était pas le cas.
J'étais sur la terre ferme, et le sol sous ses pieds était sur le point de trembler. Pendant ce temps, je vaquais à mes occupations habituelles. Je préparais des muffins pour la vente de gâteaux de l'église. J'ai aidé Brenna à choisir des cadeaux pour sa meilleure amie pour la fête prénatale. J'ai souri à la caissière du marché. Personne ne se doutait que quoi que ce soit avait changé, mais tout avait changé. Un après-midi, je suis allée à la banque où nous avions un compte joint. J'ai calmement présenté les documents prouvant qu'il était vivant, la preuve de sa fausse identité et le fait qu'il n'avait jamais divorcé légalement. La banquière avait l'air stupéfaite, mais professionnelle. Elle m'a remercié pour les documents et m'a dit qu'il transmettrait l'affaire à leur service des fraudes. Je suis ressortie grandie. Pas victorieuse, juste certaine. Je n'avais pas besoin de vengeance. Ce que je voulais, c'était que la vérité vive là où le mensonge avait pris racine. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est Brenna, même si elle ne le savait pas. Elle m'a appelé un soir et m'a dit « Tu ne vas pas me croire, maman. J'ai reçu un email d'un certain John Garrison. Il disait avoir connu papa. » Je me suis figée. A-t-il dit autre chose? J'ai demandé calmement. Juste qu'il avait vu mon nom et voulait prendre de ses nouvelles. Bizarre, non? Je lui ai demandé de me transférer l'email. Et quand je l'ai lu, le ton, le langage, la chaleur maladroite. J'ai su exactement qu'il avait écrit. Ellis. Il essayait de me recontacter. Peut-être que la curiosité l'avait emporté. Peut-être la culpabilité. Ou peut-être qu'il avait senti quelque chose dans l'air. Un tremblement dans les fondations de la vie secrète qu'il avait construite. Je n'ai pas dit la vérité à Brenna. Pas encore. À la place, je lui ai envoyé une lettre. Pas d'adresse de retour. Juste un message tapé à la machine, glissé dans une simple enveloppe blanche. J'ai trouvé la boîte. Je sais tout. Ne contacte plus Brenna. Tu m'as peut-être quitté, mais je t'ai enfin quitté. Pas de menace. Non, s'il te plaît, juste la clarté. Je l'imaginais l'ouvrir. La panique, la prise de conscience que la femme qu'il avait autrefois effacée se trouvait désormais hors d'atteinte de son silence. Et pour la première fois, ce serait lui qui se demanderait ce qui allait suivre. L'équilibre avait basculé, non pas avec fracas, mais avec une vérité qu'on ne pouvait plus enfouir. Ce n'était pas la rage qui m'avait conduite sur ce banc du parc. Ce n'était ni la vengeance, ni la rancune, ni même la curiosité. C'était la faim, un mot qui me faisait lever les yeux au ciel, mais que je comprenais maintenant avec une sorte de clarté sacrée. Je ne voulais pas crier sur Ellis. Je ne voulais pas le gifler ni exiger une explication que je savais qu'il ne pourrait jamais donner. Je voulais juste qu'il me voie, la vraie moi, la femme qu'il essayait d'effacer. Après avoir envoyé la lettre, j'ai trouvé la boîte. Je sais tout. Il a attendu 6 jours avant de me contacter. Un email simple, sans objet, juste 3 lignes de texte. Laisse-moi t'expliquer. Je n'ai jamais voulu te blesser. On peut se voir. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai tapé 1 heure. Valley Creek Park, samedi midi. Pas plus. J'ai choisi le lieu avec soin. Pas chez nous. Pas un endroit où nous avions des souvenirs communs. J'ai choisi un endroit neutre, ouvert et public, mais suffisamment calme pour que la vérité s'installe. Le parc était à mi-chemin entre l'endroit où j'habitais et celui où Denise avait dit qu'il vivait maintenant. Je doutais qu'il dise à sa nouvelle épouse qu'il me rencontrait. C'était bien. Je n'étais pas là pour déranger. J'étais là pour finir. Je suis arrivé tôt. Les arbres étaient nus, les branches nues se détachant sur un ciel gris printanier. Une brise apportait l'odeur des feuilles mouillées et une lointaine fumée de bois. Je m'assis au bout du banc, près du ruisseau, là où le sentier serpentait juste assez pour que je puisse voir les gens arriver sans être vus. Puis il apparut. Ellis, ou Jonathan, comme il s'appelait désormais. Il marchait lentement, comme quelqu'un qui s'approche d'une scène de crime. Il paraissait plus âgé que sur la photo, plus maigre. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs. Il portait une veste bleue et tenait une feuille de papier pliée à la main, probablement quelque chose de répété, de pratiqué. Il me remarqua et se figea. Je ne bougeais pas. Au bout d'un moment, il s'approcha et s'assit, pas trop près. Il y avait un espace entre nous, le genre de celui qui était autrefois rempli de chaleur. Maintenant, il était froid, dense, sans aucun mot. Il ouvrit la bouche, la referma. Je ne l'aidai pas. Finalement, il parla. Je ne sais pas par où commencer. Je me tournai pour le regarder pleinement pour la première fois. Ses yeux étaient les mêmes. Lâcheté logicielle.
Rien ne pourrait l'annuler, dis-je doucement. Mais vas-y essaie. Il déglutit difficilement. Je me noyais à ce moment-là. J'avais l'impression de ne pas compter. Comme si je faisais semblant. Chaque jour était pareil. Je ne savais pas comment te l'annoncer. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Ce n'était pas prévu. C'est arrivé comme ça. Et j'ai pensé que si je restais, je finirais par t'en vouloir. Te blesser encore plus. Tu m'as fait encore plus mal, ai-je répondu d'une voix ferme. Tu m'as laissé croire que tu étais mort. Tu m'as vu enterrer un cercueil vide. Tu as vu notre fille pleurer un homme qui n'avait même pas eu le courage de lui dire au revoir. Il a tressailli. J'ai pensé que ce serait plus gentil. Non, ai-je dit sèchement. Ne fais pas semblant d'être par pitié. C'était de l'égoïsme déguisé en disparition. Il fixait le ruisseau, honteux. Je n'ai plus contacté Brenna, a-t-il dit. Je te le promets. J'ai juste pensé qu'après toutes ces années, je ne suis peut-être pas là pour réconcilier Ellis. Il m'a regardé à nouveau. Vraiment. Je suis là parce que je veux que tu vois ce que tu as essayé d'enterrer. Je me suis légèrement penché, non pas par colère, mais par gravité. J'ai vécu avec ton fantôme pendant 20 ans. J'ai tout remis en question. Qui j'étais, ce que j'avais fait de mal, si j'avais tout imaginé. J'ai célébré les funérailles d'un homme qui avait choisi de disparaître plutôt que d'être honnête. Mais j'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de me poser des questions. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta victime. Je suis moi. Et je suis venue ici pour que tu saches que je me souviens de tout et que je n'ai plus peur. Ellis ne dit rien. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Le vent agitait les feuilles à nos pieds. C'est tout ? demandai-je au bout d'un moment. Il hocha lentement la tête. Oui. Je me levai, ajustai mon écharpe, baissai les yeux vers l'homme qui était autrefois mon monde et qui me paraissait maintenant si cruellement petit. Je te pardonne, dis-je. Mais je n'oublierai jamais. Puis je m'éloignai. Ni vite, ni dramatiquement, juste avec détermination. Et je ne me retournai pas. Je n'attendais plus rien d'Ellis après cette dernière conversation au parc. J'avais dit ce que j'étais venu dire, je l'avais regardé dans les yeux et j'étais parti sans l'ombre d'un regret. Je pensais que c'était la fin. La conclusion. Mais le destin, comme souvent, me réservait un dernier coup de théâtre. Ni criard ni cinématographique, mais poétique et juste assez tranchant pour ressembler à la justice. 2 semaines plus tard, je recevais un appel de mon avocate, Judith, une femme aux cheveux blonds glacés et à la voix de cristal. Elle parlait avec précision. Sans complaisance, sans complaisance. Exactement le genre de personne qu'on recherche quand on essaie de démêler 20 ans de silence et de paperasse. Mara, dit-elle, il faut que tu viennes. Nous avons reçu des documents relatifs au second mariage de Monsieur Greer, ou comme je devrais dire maintenant, à son mariage illégitime. Plus tard dans la semaine, je me suis assise dans son bureau, le même dossier en papier craft que je lui avais remis des mois plus tôt, désormais chargé de conclusions et de signatures juridiques. Il n'a jamais demandé le divorce, dit-elle en feuilletant les pages. Aux yeux de l'État, tu es toujours son épouse légale, la fixai-je. Alors, il a commis un acte de bigame. Oui. Et ce n'est pas tout, il a ouvert plusieurs comptes financiers joints sous une fausse identité alors qu'il était encore légalement marié avec vous, ce qui pourrait être considéré comme une fraude. Fraude fiscale, usurpation d'identité, peut-être même fraude à l'assurance, selon les allégations formulées après son décès. Mon premier réflexe a été l'incrédulité. Après tout, la douleur, le silence, l'abandon, c'était lui qui avait enfreint la loi depuis le début. « Veux-tu porter plainte ?» a demandé Judith. J'ai marqué une pause. L'idée d'un drame judiciaire, de traîner sa seconde famille dans la boue, m'a retourné l'estomac. Je ne voulais pas punir des innocents. Je ne voulais pas devenir le monstre qu'il craignait suffisamment pour simuler sa propre disparition. Non, ai-je dit, je ne veux pas de procès. Je veux une déclaration. Et je veux qu'il perde le droit de continuer à vivre dans le mensonge. Elle a hoché la tête. Ensuite, nous pourrons déposer une requête civile. Vous seriez en droit d'annuler son second mariage, de réclamer vos biens et de déposer un acte officiel invalidant toute réclamation légale formulée sous de faux prétextes. 2 semaines plus tard, Ellis, ou plutôt Jonathan, recevait une mise en demeure. La requête annulait la légalité de son second mariage. Ses comptes bancaires étaient signalés pour vérification. Son nom était inscrit au registre des fraudes. Discrètement, prudemment, sans tambour ni trompette.
La vie qu'il avait bâtie sur les os de mon chagrin commençait à se déliter. Mais ce n'était pas là que la justice me semblait irréprochable. C'est arrivé le jour où j'ai reçu une lettre par la poste, non pas d'Ellis, mais d'elle. Mara Garrison, la femme qu'il avait épousée sous de faux prétextes, la femme qui, pendant près de 20 ans, avait vécu la vie que je croyais avoir perdue. La lettre était manuscrite, prudente, respectueuse. Elle commençait ainsi, « Je ne vous connais pas, mais je vous dois des excuses. » Elle m'expliqua comment Ellis lui avait tout avoué après avoir reçu la mise en demeure. Elle avait été dévastée, non seulement par le mensonge, mais aussi par les décennies de trahison, par la façon dont il avait disparu de toute une vie et laissé une autre femme porter le poids de son absence. Elle disait avoir retrouvé les dossiers qu'il cachait, les notes que j'avais découvertes des années plus tard. Elle l'avait confronté, et il avait finalement avoué toute la vérité. Elle écrivait « J'ai épousé un homme que je ne connaissais pas vraiment. Et tu as passé ta vie à te demander où il était parti. Je suis désolée pour ma part, même si c'était sans le savoir. Je veux que tu saches qu'il est parti maintenant. Je lui ai demandé de partir. Les enfants et moi allons reconstruire comme tu l'as fait. J'espère qu'un jour ton histoire t'apportera la paix. » J'ai lu la lettre 3 fois. À chaque fois, le poids dans ma poitrine s'allégeait un peu plus. Il avait tout perdu. Non pas parce que je l'avais exigé, mais parce que les mensonges ne restent pas enfouis. Même cachés derrière de nouveaux noms, de nouveaux sourires, de nouveaux codes postaux. Je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Je n'en avais pas besoin. Il avait été exposé non pas par la violence, non par le scandale, mais par une vérité silencieuse et indéniable. C'était la justice dont j'ignorais avoir besoin. Car le vrai pouvoir ne résidait pas dans ce que je lui avais pris. Il résidait dans ce que je me réappropriais. C'était un mercredi pluvieux lorsque Brenna a appelé. J'étais dans la cuisine en train d'essuyer le plan de travail après avoir préparé une fournée de sablé au citron, le genre qu'Ellis adorait mais pour lequel il ne me remerciait jamais. Ces jours-ci, je l'ai fait pour moi, sans plus chercher à plaire à un fantôme. Mon téléphone a vibré. Le nom de Brenna a illuminé l'écran. « Dis donc, mon cœur », ai-je dit en le pressant contre mon oreille. Sa voix était inhabituellement douce. « Salut, maman. Tu es occupée ? » « Je viens de finir de cuisiner, » ai-je répondu, sentant quelque chose dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle hésita une seconde, puis dit. « J'ai reçu une lettre de papa. Le temps ne s'est pas arrêté. Pas vraiment, mais quelque chose en moi, si. » J'ai fermé le robinet de l'évier, me suis essuyé les mains avec une serviette et me suis assise à la table de la cuisine. « Une lettre ?» ai-je demandé doucement. « Oui, juste quelques pages, manuscrites, sans adresse de retour. » Il a dit qu'il suivait ma vie de loin et qu'il espérait qu'un jour je lui pardonnerais. Il a dit qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer. J'ai fermé les yeux. Qu'il ait eu l'audace de me tendre la main après tout ça ne m'a pas surprise. Mais ça m'a quand même fait mal. « Qu'en as-tu pensé ?» ai-je demandé prudemment. Elle a soupiré. Je n'ai pas répondu. Je ne pense pas que je le ferai. Honnêtement, je suis juste perdue. Il veut le pardon, mais pas une relation. Il dit qu'il est désolé, mais n'explique jamais vraiment pourquoi il est parti. Ça me semble juste, ai-je dit doucement. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis elle a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. As-tu déjà pensé qu'il reviendrait ? J'y ai pensé, non pas en termes d'espoir. Cet espoir était mort depuis longtemps, mais en termes d'attente, de savoir si j'avais vraiment cru qu'Ellis apparaîtrait un jour, frapperait à la porte et dirait qu'il avait fait une erreur. J'ai admis avoir longtemps imaginé qu'on sonnait à la porte, debout là, en larmes, avec des excuses et une histoire de perte de tête ou de besoin de tout recommencer. J'ai écrit des conversations entières dans ma tête qui n'ont jamais eu lieu. Puis j'ai réalisé que je ne voulais pas vraiment qu'il revienne. Pourquoi pas ? Elle a demandé. Parce que j'ai enfin commencé à apprécier la femme que je devenais sans lui. Brenna s'est tue à nouveau. J'entendais le poids de cette déclaration s'abattre sur elle. Je me suis toujours demandé ce que tu ne me disais pas. Elle a dit, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était peut-être trop douloureux pour toi d'en parler, mais je crois que je comprends maintenant. Tu me protégeais de l'horrible vérité. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je ne voulais pas que tu portes son absence comme un fardeau. Je voulais que tu vives ta vie librement, sans courir après une ombre ni lui en vouloir. Il a fait son choix. Je ne voulais pas que cela te vole aussi ta joie. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu n'as jamais rien dit de mal de lui. Je sais, mais ça ne veut pas dire que j'en pensais du bien. Elle a esquivé un petit rire.
Tu es plus forte que je ne l'aurais jamais cru, maman. Non, ai-je dit, je n'ai juste plus peur de la vérité. Nous avons discuté pendant 1 heure encore, non pas d'Alice, mais de son travail, de son chien, de son dernier drame au club de lecture, juste mère et fille, à l'aise et épanouie. Après avoir raccroché, je suis allée au jardin. La pluie avait cessé, laissant tout resplendissant et neuf. Je marchais lentement entre les roses de lavande et de romarin, respirant la terre humide. Je n'avais pas besoin que Brenna choisisse son camp. Je n'avais pas besoin qu'elle déteste son père ni même qu'elle l'affronte. Ce qui comptait, c'était qu'elle me voie maintenant, non pas comme quelqu'un de fragile ou de tragique, mais comme quelqu'un qui avait traversé le feu et en était ressorti indemne. Plus tard dans la soirée, j'ai allumé une bougie dans le salon, me suis servi un verre de vin et j'ai lu une lettre que j'avais écrite, mais jamais envoyée. Elle était destinée à Ellis. Je l'avais écrite des mois plus tôt, après avoir trouvé la boîte. Elle se terminait par une ligne. Tu as disparu, mais pas moi. Et c'était vrai. Il avait disparu de nos vies. Mais j'étais restée. J'avais grandi. Et maintenant, enfin, ma fille me voyait non plus comme quelqu'un qui avait été abandonné, mais comme quelqu'un qui s'était élevé. 1 an s'était écoulé depuis que la carte d'anniversaire avait glissé sous ma porte, bouleversant tout. Les saisons s'étaient succédé, chacune effaçant une nouvelle couche de ce que j'étais. Et maintenant, debout de nouveau en haut de l'escalier du sous-sol, je n'éprouvais plus aucune peur. J'allumai la lumière. Elle vacilla une fois avant de s'allumer. Je n'étais pas souvent descendue ici depuis la découverte de la boîte cachée. Seulement pour récupérer quelque chose dans le garde-manger ou pour me débarrasser des derniers vestiges de la disparition soigneusement orchestrée d'Ellis. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce n'était pas une course. C'était une conclusion. Je descendis lentement, d'un pas assuré. L'espace était désormais propre, débarrassé des toiles d'araignée et du désordre. L'odeur de moisi s'était estompée, remplacée par des sachets de lavande et de la peinture fraîche. J'avais transformé le coin le plus éloigné, celui avec le faux mur, en un petit coin lecture, avec un vieux fauteuil, une lampe, un tapis tissé. Rien de très élaboré, mais c'était à moi. Je m'assis sur la chaise et regardai autour de moi, les doigts enroulés autour d'une tasse de thé à la menthe poivrée. Une pluie fine frappait la petite fenêtre près du plafond. Cette même fenêtre que j'évitais de regarder, de peur qu'elle ne reflète le visage d'un disparu. Plus maintenant. Je repensais à la femme que j'étais, celle qui se tenait ici même, les mains tremblantes, une boîte pleine de trahison sur les genoux. Elle avait vécu le deuil, non seulement d'un homme, mais de toute une version de sa vie qui n'avait jamais vraiment existé. Et je la pleurais, non pas avec tristesse, mais avec respect, car elle avait survécu à ce qui aurait pu la vider complètement. Elle n'avait pas seulement supporté le silence, elle y avait construit une nouvelle voie. Je pensais que la clôture signifiait des réponses, une confession, une fin parfaite et bouclée. Mais maintenant, je sais que non. La clôture est un choix. C'est franchir la même porte qui vous a brisé et réaliser qu'elle n'a plus aucun pouvoir. J'avais passé des années à vivre dans la pénombre, à errer dans le chagrin, à attendre quelque chose qui ne reviendrait jamais. Ellis avait écrit sa propre sortie, pensant pouvoir partir sans conséquence. Mais la vérité a une façon de refaire surface. Pas toujours avec drame, mais avec certitude. Et une fois arrivée, elle ne laisse place ni à la honte ni au déni. C'est comme ça. Je ne portais plus les questions comme des chaînes. Où est-il allé? Pourquoi est-il parti? Que ai-je fait de mal? Ces questions avaient été mes compagnes. Maintenant, elles étaient des fantômes qui ignoraient leur mort. J'ai repensé à la voix de Brenna au téléphone ce jour-là, emplie d'une inquiétude prudente, puis d'une admiration discrète. Comme elle m'avait vue pleinement pour la première fois. Pas seulement comme une mère, la constante, la consolatrice, celle qui maintenait tout en place, mais comme une femme qui avait perdu, brisé, reconstruit et continué. C'est ce qui comptait finalement. Non pas la chute, mais le fait de me relever. J'ai de nouveau regardé le sous-sol, les cartons, désormais clairement étiquetés, les étagères qui contenaient des fragments de mon passé, mais qui ne me définissaient plus. La douce lueur de la lampe, éclairant les recoins où l'obscurité s'installait autrefois. Puis j'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti la carte, celle qui avait tout déclenché. Elle était maintenant froissée, les bords usés à force d'être ouvertes et refermés. Je l'ai tenue un instant, puis je me suis levée et me suis dirigée vers la cheminée que j'avais installée l'automne dernier. Petite, électrique, juste assez pour réchauffer la pièce.
Je l'ai allumée, j'ai regardé les douces flammes vaciller, et j'ai placé la carte dans le feu. Elle s'est enroulée rapidement, noircie sur les bords. Les mots « je ne suis jamais parti » regardés au sous-sol, ont disparu dans la fumée et les cendres. Il avait raison, d'une certaine manière. Il n'est jamais vraiment parti, car j'ai porté la blessure de son absence pendant des années. Mais maintenant, je choisissais de le laisser partir. Pas pour lui, pour moi. Les cendres s'élevèrent et disparurent. Je souris. Puis je montai l'escalier, éteignis la lumière et fermai la porte derrière moi. Non pas par peur de ce qui se trouvait là-bas, mais parce que j'avais enfin emporté la lumière avec moi et que je n'avais plus besoin de regarder.